Bonjour, bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Alexandre, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Julie, bonjour et bonjour tout le monde et merci à toi pour l'invitation. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau Maestrix où on va parler du no-code au service de l'impact social et écologique. Vous avez un chat qui est disponible dans lequel vous pouvez échanger, vous pouvez poser toutes vos questions à Alexandre et moi je les relayerai soit au fur et à mesure, soit on en prendra à la fin de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à rebondir, à donner vos opinions, à partager aussi peut-être des tips entre vous. Moi, je suis Julie, je suis responsable pédagogique chez Maestro. Donc Maestro, c'est l'école du product et de la tech et on propose des formations en product management et des formations en no-code. Les formations en no-code, elles sont sur 12 semaines et je vous en parlerai plus tard et c'est toujours en distanciel. Je vais vous lancer un petit questionnaire pour savoir d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites vous comme métier, et puis ça nous permettra un petit peu d'adapter les questions et de faire en sorte que ce soit intéressant pour vous. Hop, je vous partage ça tout de suite. Je vous laisse répondre, vous l'avez donc devant vous. Et puis, je vais laisser Alexandre, du coup, se présenter, nous dire un petit peu quel est son parcours, comment il s'est retrouvé à être dans le no-code et comment, par ailleurs, il s'est retrouvé à créer No Code for Good. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alexandre Talon, j'ai 38 ans maintenant. Ça fait du coup 14 ans que je suis dans l'économie sociale et solidaire et 4 ans que je suis, depuis début 2020, dans le no-code. Pour présenter un peu rapidement ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, ça se distingue de deux manières. L'économie sociale, c'est-à-dire les statuts, associations, coopératives, mutuelles, fondations, quelques fondations en tout cas, et des entreprises commerciales qui ont un statut particulier qui est délivré par l'État, un agrément qui s'appelle ESUS. Donc ça, c'est la partie économie sociale. Et la partie économie solidaire, c'est tout ce qui est lié à l'activité de l'entreprise de l'ESS, qui va être du commerce équitable, l'insertion par l'activité économique, l'accession à la culture, etc. Donc c'est tout ce qui a un impact positif, social, environnemental ou culturel aussi. Voilà, c'est vrai que cette dimension culturelle, on l'oublie aussi, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je suis passé par plusieurs métiers. J'ai été, alors là, j'ai pas mis forcément, mais je suis passé par en tant que coordinateur de la Réseau mondiale de finances solidaires, responsable administratif financier dans différentes structures de l'économie sociale et solidaire. Et en 2019, j'ai été cofondateur. J'ai rejoint une entrepreneuse qui s'appelle Ophélie et elle avait cofondé quelques mois auparavant une entreprise qui s'appelle Localero. Et avec Localero, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait des bornes de dons dans des commerces de proximité. Donc, c'était une tablette avec un terminal de paiement qu'on mettait dans des boulangeries, coiffeurs, etc. Et du coup, les clients trouvaient 3 associations qui étaient présentées sur la tablette, 3 associations locales, et les gens pouvaient donner en sans contact avec le terminal de paiement. Sauf que, et c'est là va débuter mon histoire avec le no-code, c'est que il y a eu le premier confinement, pour celles et ceux qui s'en souviennent, enfin, je pense qu'on s'en souvient tous. Et on ne savait pas, donc début 2020, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait en sortir, si un jour on allait s'en sortir. Et étant donné que tous les commerces sont fermés, que les associations ont arrêté leurs activités qui étaient rémunératrices de revenus aussi pour elles, on a essayé de trouver, enfin nous on n'avait pas forcément de fonds, on n'avait pas forcément de compétences en interne pour développer rapidement une plateforme, digitaliser sur le web tout ce qu'on faisait. Et du coup, je suis tombé sur un webinaire de Contournement qui expliquait un peu les différents outils de no-code qui pouvaient exister. Et j'aurais posé la question avec quoi on pouvait développer une plateforme de collecte de dons, de crowdfunding. Et il m'avait répondu avec Bubble à l'époque. Et donc, du coup, j'ai regardé un peu les différents tutos qui existaient, les différentes ressources qui existaient
en no-code en français, parce que, alors, j'ai jamais développé. Ce truc que j'avais développé une fois, c'était un site web avec WordPress, et j'avais utilisé un Visual Builder, donc sur couche, qui permet de développer des sites sur WordPress sans savoir coder. Donc c'était Divi, D-I-V-I. Il y en a un autre qui s'appelle Elementor, qui est très connu. Et du coup, je suis tombé sur des tutos de Otto, O de THO. Je suis devenu formateur après par la suite, à partir de 2021. Et j'ai développé en une semaine, sans comprendre tout ce que je faisais, sans beaucoup dormir. Du coup, une plateforme qui était en ligne, du coup, sur Bubble, où il y avait des associations qu'on accompagnait, qui étaient référencées, et pouvaient mettre des projets de collecte de dons. Et ensuite, on a itéré jusqu'à fin 2020, on a développé un espace pour les associations, pour qu'ils puissent aussi voir leur collecte de dons en temps réel, et les extraire pour pouvoir émettre des reçus fiscaux, etc. Si je suis trop long, Julie, dis-moi. Non, non, pas du tout, pas du tout. Non, non, continue, je t'en prie. C'est hyper intéressant, je trouve, tout ça. Et le meilleur incubateur de France, Pôle emploi, ça je fais la blague à chaque fois, m'a dit attention, tu arrives quasiment à la fin de tes droits. Et vu Local Hero est comme beaucoup de startups qui ne lèvent aussi pas de fonds, c'est un peu dur de se rémunérer. Donc du coup, j'ai mis fin à l'aventure. C'est pas forcément évident, c'est une sorte de deuil aussi un peu entrepreneurial, mais c'était important. Et je suis devenu freelance no-code pour des projets à impact positif. Formateur en 2021 pendant plus d'un an chez Otto, où j'avais appris justement, j'avais regardé les différents tutos. Donc formateur lors de bootcamp, de formation autour de Bubble. En 2021, donc ça c'est hyper intéressant, c'est hyper formateur. Enfin, je vous conseille, si à un moment vous êtes expert sur un outil ou même un domaine particulier, d'essayer de faire de la formation, parce que la formation va vous former vous-même et vous réapprendre un peu des bases aussi que vous n'avez pas forcément acquises ou que vous avez du coup oubliées. En 2021, donc je me suis impliqué dans la communauté No Code France. Donc c'est un Slack avec plus de 19 000 personnes aujourd'hui. C'est une association aussi, No Code France. C'est une très belle communauté. Et qui a été fondée par à la base Contournement, ce Slack-là. Ça s'appelait le Slack de Contournement à l'époque. Du coup, j'ai rencontré différentes personnes qui étaient intéressées pour faire du no-code au service de l'impact positif. Et donc, du coup, il y a eu plusieurs réunions avec des gens différents, des personnes différentes. Et on a cofondé, ça c'était en mars-avril, si je ne me trompe pas, en 2021, l'association No Code for Good. Et voilà, et on a 6 administrateurs et administratrices. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. C'est une association. Je vais te laisser poser des questions après, Julie. Et Si, je t'en prie. non, après, il ne faut pas que je fasse un monologue non plus. Non, mais tu l'expliques bien. En vrai, moi, je connais bien l'histoire et ça m'intéresse quand même. Donc, vas-y. Et du coup, pour la présentation de No Code for Good rapide, après, je laisserai Julie poser tes questions. Du coup, No Code for Good a 3 activités principales. La première, c'est une plateforme développée en no-code, du coup, qui met en relation des no-codeuses et no-codeurs qui veulent faire du bénévolat ou du tarif solidaire. Quand je dis tarif solidaire, c'est maximum 250 € jour homme, donc c'est vraiment un tarif solidaire. Auprès de structures de l'économie sociale et solidaire qui ont très peu de moyens ou pas de moyens financiers pour se digitaliser. Quand je dis peu de moyens, c'est jusqu'à 5 000 € maximum. Et ensuite, deuxième activité, c'est qu'on fait beaucoup de webinars, de sensibilisation autour de no-code auprès des structures de l'ESS. Et inversement, dans l'univers du no-code, on essaie de sensibiliser aussi à l'économie sociale et solidaire, au fait que le no-code s'apprête très bien au bénévolat voilà, particulièrement, parce que beaucoup d'associations ont des besoins et des structures de l'ESS ont des besoins. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément digitalisés, donc c'est pour ça aussi, si ça peut les aider à se digitaliser, à automatiser des choses, à faire des sites web, etc., pour pouvoir mieux faire leurs activités et donc du coup démultiplier, on dit, leur impact social, environnemental, culturel, tant mieux. Justement, on est là pour ça. Et depuis début 2022, j'ai cofondé une structure, une agence no-code pour des projets de l'économie sociale et solidaire qui ont un peu plus de moyens, du coup, qui s'appelle La Bastide et labastide.io, et on est une agence
no-code spécialisés sur différents outils. Notamment, vous avez deviné, Bubble en particulier. On fait aussi du Webflow pour faire des sites internet. On fait aussi du Airtable pour faire des bases de données, Make pour pouvoir automatiser, Xar, qui est un outil no-code français pour faire des outils de gestion interne où il faut gérer des données sensibles et des données de santé. Et enfin, Software aussi, parce que ça se marie très bien avec Airtable. Je crois que j'ai oublié la troisième activité de No Code for Good, pardon, je reviens sur No Code for Good, qui est on avait organisé des hackathons où en fait 5 structures de l'économie sociale et solidaire peuvent venir. Et donc du coup, il y a 5 groupes de dizaines de personnes et ça dure pendant 2 jours et demi. Et au bout de 2 jours et demi, ces structures ressortent avec un site web, une base de données, des automatisations, voire une application si nécessaire. Voilà. Trop bien, merci Alexandre. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un petit peu des exemples de projets qui sont proposés sur No Code for Good? Comment est-ce que les associations elles sont au courant que le no code ça peut être une solution pour elles et comment est-ce qu'elles vous sollicitent? Alors, déjà comment elles nous sollicitent, en fait, les associations ou les structures d'économie sociale et solidaire ont juste à candidater sur la plateforme No Code for Good. Il y a un formulaire, elles peuvent s'inscrire et remplir le formulaire. Il y a certains critères qu'il faut respecter, comme j'avais dit, 5000 maximum, de budget pour se digitaliser, de ne pas être une grosse asso, une grosse ONG, parce que forcément, notre objectif, nous, c'est pas de se substituer à des freelances ou des agences qui font très bien leur travail. Donc voilà. Et c'est complètement gratuit. Complètement. Et il n'y a pas de vraiment de modèle économique. Nous, on fait ça vraiment de manière... Ouais, c'est une association. Ouais. Et ensuite, il y a ta deuxième question, c'était... Est-ce que tu as des exemples concrets de projets qui ont été réalisés via No Code for Good pour des associations? Oui, il y en a quelques-unes. Il y a, en fait, alors, je ne les ai pas toutes en tête parce que... Oui, j'imagine. Mais il y en a une, en fait, ce qui est intéressant, je vais peut-être partager un lien. Est-ce que je peux partager? Ouais, dans le chat, tu peux le partager, oui. Dans le chat. En fait, on a sur le Twitch de No Code France et sur la chaîne YouTube de No Code France, on fait beaucoup de retours d'expérience entre nos codeuses et nos codeurs et projets qui ont été réalisés. Et donc, du coup, il y en a quelques-unes, et notamment une des dernières qui était Win pour Wildfire Impact Network et qui permet en fait de trouver, en tant que particulier ou entreprise, des associations qui auraient besoin d'aide, de mécènes ou de dons. Et il pousse aussi beaucoup tout ce qui est collaboration en fait, avec des marques, entre marques et associations, pour qu'il y ait une partie qui soit reversée aux associations. Donc ça, c'est une superbe... Et ça, c'est tout ce qui est pour le côté environnemental et biodiversité. Donc c'est pour préserver l'écosystème du coup de la biodiversité. Donc du coup, ça, c'est un très beau projet que je vous conseille de regarder aussi. Et voilà, il y en a quelques-unes d'autres. Il y avait aussi, à l'époque, quand on avait fait un hackathon, il y avait le burger suspendu, qui est une très belle asso. Et le burger suspendu, je ne sais pas si tu connais le principe de café suspendu. Oui. En fait, pour présenter rapidement le concept, café suspendu, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps. Et café suspendu, il y a des restaurants qui proposent ça. Et en fait, en gros, si vous achetez un café, vous pouvez dire, voilà, j'achète un deuxième pour une personne qui n'a pas les moyens, qui viendrait au café et qui voudrait, et donc du coup, qui voudrait un café. Voilà, c'est souvent pour des personnes qui sont démunies, financièrement en tout cas, voilà, ou qui sont sans abri. Et le burger suspendu, c'est une asso qui a fait la même chose à peu près sur le côté burger, parce que Brahim, qui est le cofondateur de cette asso, avait un restaurant kebab classique et de sandwich aussi. Et du coup, pendant le confinement, ils se sont rendus compte que les étudiants étaient assez démunis, que ce soit financièrement parlant aussi, et aussi très dans la solitude. Il y a eu beaucoup de cas de dépression, voilà, ça allait au suicide aussi. Et donc, du coup, il a voulu donner
de l'aide, faire ce principe de burger suspendu. Et pendant le hackathon, du coup en 2021, qu'on a fait à Nantes avec la cantine numérique et les éco-solides. La cantine numérique, c'est l'équivalent de la station F à peu près, on va dire, à Nantes. Et les éco-solides, c'est une structure d'accompagnement qui accompagne les structures de l'économie sociale et solidaire. Et donc, du coup, il y a eu plusieurs projets qui étaient là. Et notamment Burger Suspendu, qui est sorti à la fin avec une landing page, un petit site web, et une application qui était faite sur Glide pour référencer les différents restaurants. Voilà. Ok, et enfin, je veux dire, dans l'application, est-ce que tu pouvais payer justement pour des burgers et tout ça, ou c'était juste du référencement? C'était juste du référencement, si je ne me trompe pas. Il n'y avait pas forcément de paiement, mais maintenant, il aurait pu y avoir, effectivement. Ok. Et bon, je connais déjà la réponse, je pense que tout le monde la connaît, mais peut-être que c'est quand même intéressant d'en parler, surtout pour des gens qui peut-être connaissent pas très bien le no-code et savent pas trop comment ça fonctionne. L'avantage quand les associations à passer justement par des solutions qui sont de développeurs no-code, c'est évidemment le coût, mais ça peut être aussi le fait que c'est des logiciels, etc., qui évoluent beaucoup plus rapidement, que tu peux changer, que tu peux bouger. Est-ce que tu vois d'autres avantages? Comme tu disais, en fait, ouais, effectivement, le no-code permet d'aller plus vite qu'avec du code. Bon, il y en a, je ne sais pas si c'est un terme marketing, mais en tout cas, on parle de ratio entre 2 et 4. En fait, en gros, le no-code permet d'aller 2 à 4 fois plus vite qu'avec du code. Donc, qui dit 2 à 4 fois plus vite, dit 2 à 4 fois moins cher à peu près. Voilà, donc du coup, ça permet de développer un site web plus rapidement, de développer une application plus rapidement, de développer des automatisations, etc. Souvent aussi, ça permet d'automatiser des choses. Par exemple, imaginons, il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui sont sur Excel. Et du coup, par exemple, si on rajoute une brique de connecteur d'API qui s'appelle Make ou Zapier, on peut effectivement automatiser des choses et faire en sorte que, je ne sais pas, imaginons la liste de bénévoles qu'on a sur Google Sheet ou Microsoft 360, on pourrait automatiser des envois de mails, de relance au moment où la personne arrive à échéance de sa cotisation annuelle, par exemple. C'est un exemple tout bête, mais de la même manière, on pourra remplacer Excel par Airtable pour pouvoir aussi faire des automatisations et mieux structurer sa donnée. Voilà. Ok. Et du coup, les principaux projets, c'est des projets justement d'automatisation, de landing page. Est-ce qu'il y a d'autres types de projets? Oui. Par exemple, constituer un CRM sur mesure avec ses bénévoles, etc. Ça, effectivement. Il y a développement d'applications. Par exemple, juste avec la Bastide, il y a un dernier projet sur lequel on a travaillé qui est hyper intéressant, qui s'appelle GoFusion. Go plus loin Fusion, que je vous conseille de télécharger d'ailleurs si vous êtes. Vous pouvez télécharger son application sur les stores. Et qui permet, alors là, il y a un POC, une preuve de concept qui est fait à Cholet. Et en fait, ça permet de relever des défis liés au développement durable sur la ville où on habite. Un peu comme le Pokémon Go, si on veut, mais des défis, des objectifs de développement durable. Il y en a 17, si je ne me trompe pas, les objectifs de développement durable. Et c'est des objectifs qui sont liés à l'environnement, social, etc., à l'inclusion. Et ça a été développé, par exemple, avec Bubble, qui peut... Voilà. Donc, il y a des choses comme ça. Il y a la possibilité... imaginons encore autre chose. On peut développer une application pour une association de microfinance en Afrique, par exemple, et qui permet de faire en sorte que des clients d'une banque de microfinance puissent avoir une interface pour pouvoir gérer leur compte. Enfin, il y a pas mal de choses. En fait, tout ce qu'on peut imaginer en fait, à développer en code, normalement, on peut, avec des bons outils, des outils plus ou moins avancés, faire quasiment la même chose, sachant qu'en plus, sur les différents outils no-code, en général, pour les outils les plus avancés, on peut rajouter du code qu'on peut trouver en général HTML, CSS, JavaScript. Ok, justement, sur les outils, est-ce que tu peux nous dire peut-être ce qui est le plus peut-être utilisé justement sur les projets qui sont assez peu coûteux pour des associations
Alors, assez peu coûteuse, il y en a quelques-uns. Il y a beaucoup d'outils aussi qui proposent même des abonnements gratuits pour des associations. Imaginons peut-être un outil on n'imagine pas que c'est du no-code, mais ça l'est. Mais beaucoup l'utilisent, c'est Notion. Notion, ça permet de faire de la gestion de projet, de mettre toutes ses ressources, de partager des choses, de prendre des comptes rendus de réunion, par exemple sur avec No Code for Good. Tout se passe, nous, sur Notion, nos tâches qu'on a à faire, nos comptes rendus de réunion de conseil d'administration, les différentes ressources ou des tutos qu'on peut passer à des assos bénéficiaires, des no-codeurs, tout est dessus. Donc voilà, donc ça permet de faire gagner du temps. Et d'éviter de se solliciter chacun pour dire ah tiens j'ai pas participé à ce point-là, qu'est-ce qui ça a été dit, ben regarde dans Notion, ah mais je dois faire des trucs, c'est où, on va voir dans Notion. Et donc du coup, pour une asso gérée uniquement par des bénévoles, c'est hyper pratique. L'autre, Airtable, qui a un outil de base de données où on peut structurer des choses, automatiser des trucs. Airtable, pour moi, c'est un outil qu'il faut utiliser dans une asso. Bon, il y a d'autres concurrents qui existent, comme TimeTonic ou Bezro. Mais Airtable, c'est vraiment hyper intéressant à regarder pour voilà, même générer, imaginons, des reçus fiscaux pour les donateurs, par exemple. C'est hyper pratique pour gérer de l'événementiel, pour faire de la gestion de projet aussi. Et enfin, Make, effectivement, pour automatiser certaines tâches. Il y a Zapier aussi qui existe, qui est plus facile que Make.com. Et ces outils ont des plans gratuits. Voilà, et pour développer des sites internet, on en a plusieurs. Mais ouais, je pourrais conseiller, c'est peut-être aujourd'hui un des trucs les moins difficiles et qui peut, en tant que qu'on ne connaît pas. Effectivement, il y a WordPress avec Divi Elementor qu'on pourrait utiliser. Mais il y a aussi un autre outil aujourd'hui qui commence à émerger, c'est Framer, F-R-A-M-E-R, qui permet de faire des sites web assez rapidement. Il y a Software aussi, voilà. Et après, pour les gros outils, on va dire, en général, on va avoir Webflow pour faire les sites internet vraiment hyper poussés et en termes de référencement bien fait, etc. Et pour faire des plateformes, des applications, etc., Bubble est un très bon outil pour ça. Et ensuite, il y a Xar aussi, K-S-A-R, qui permet de faire son propre CRF, enfin vraiment faire un outil de gestion interne. Et ils font beaucoup de promotions aussi pour les associations. Voilà, c'est à peu près les outils sur lesquels moi je me focuserai quand je veux développer, je veux automatiser ou des choses, etc. Dans mon association, dans ma structure de l'économie sociale. Je ne sais pas si tu es là, tu m'entends? Pardon, excusez-moi. Voilà. Ah, ton vidéo virtuelle. Je vous partage la liste des outils dont vient de parler Alexandre. Je la partage sur le chat comme ça. Xar, ça a 2 A. K-S-A-R. C'est pas. Ouais, c'est pas. Alors, est-ce que je peux modifier? Non, je crois pas. Mince. Alors, K-S-A-A-R. Exactement. Ok, c'est bon. Trop bien. Et comment est-ce que tu fais pour... En fait, j'imagine qu'il doit y avoir aussi toute une partie qui doit être de médiation, d'apprentissage, etc., auprès des associations qui, justement, n'ont pas... Enfin, je veux dire, c'est pas forcément des personnes qui ont l'habitude d'utiliser ces outils. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a toujours une partie formation quand vous développez quelque chose ou pas? Alors, au sein de No Code for Good, nous, en fait, on gère pas tout ce qui est gestion de projet, ce qui se passe entre les no-codeurs, no-codeuses et les structures de SS reste entre elles. Et donc, du coup, après, c'est juste un retour d'expérience pour savoir comment ça s'est passé, si ça se passe pas bien, etc. Donc, comment on peut, nous, essayer de trouver quelqu'un d'autre ou conseiller quelqu'un d'autre. Ouais. Mais du coup, on va rediriger vers des formations, ça peut être le cas, tu vois, qui proposent des formations à tarif solidaire pour les associations. Voilà, des formations en ligne sur différents outils no-code et différentes plateformes. Voilà, ça c'est le cas. Pour la Bastide, en tant qu'agence,
Effectivement, on peut proposer des formations, mais sur en fait des formations qui vont être des formations de sensibilisation à certains outils. Après, on ne va pas se substituer à d'autres structures de formation qui connaissent très bien leur travail, qui le font très très bien. Mais ouais, c'est des prises en main plutôt de ce qu'on a développé. Et après, on fait aussi du coaching, mentorat auprès d'autres des structures qui ont déjà des no-codeurs ou no-codeuses au sein de leur équipe et qui veulent faire en sorte de pouvoir monter en compétences auprès d'autres experts. Voilà. Ok. Et est-ce que vous mesurez après l'impact que ça a eu les projets qui sont développés? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Pas forcément. C'est vrai qu'on pourrait essayer de mettre ça en place. Alors pour No Code for Good, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est une petite équipe de bénévoles et on n'a pas forcément de fonds pour pouvoir le faire. Donc, j'appelle aujourd'hui une entreprise, si vous voulez, ou un particulier, si vous voulez nous soutenir financièrement, bienvenue. On pourra mettre beaucoup de choses en place ensemble, grâce à vous. Et il y avait une autre question rapidement aussi, c'est est-ce que des no-codeurs, no-codeuses juniors, enfin débutants, peuvent s'inscrire sur No Code for Good? Bien évidemment. Souvent, c'est le cas. Et parce que des personnes veulent faire leur portfolio, et c'est en no-codant qu'on devient no-codeuse ou no-codeur, donc allez-y. Ça, je me perds. Et oui, et par exemple, la Bastide, effectivement, on ne le fait pas, mais je pense que, en fait, en tant que freelance ou en tant qu'agence, ça pourrait être intéressant de demander un petit peu, en fait, de vous faire un questionnaire auprès de ses clients, de savoir comment, enfin, est-ce qu'ils ont mesuré leur impact déjà, parce qu'on ne peut pas se substituer à une autre agence de mesure d'impact. Il y en a qui existent, tu vois, et donc qui accompagnent des structures de SS à mesurer leur impact. Et donc, du coup, pour pouvoir récolter ça, et enfin, de pouvoir mettre des métriques comme quoi, voilà, grâce à nous, grâce à Bastille, grâce au freelance, grâce à notre agence, nos clients ont réussi à, je sais pas, un truc bête, hein, je sais pas, planter 10 000 arbres en 6 mois, insérer 70 jeunes à l'emploi, etc. Ça peut être hyper intéressant de mesurer ça sur l'utilité sociale environnementale de ce qu'on a fait. Ouais, c'est ça, clairement. Ok, c'est la prochaine étape. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres projets pour No Code for Good? D'autres projets actuellement? Alors, Ouais. oui. En fait, on a fait une campagne de crowdfunding fin de l'année dernière. On a mis en place un fonds de soutien qu'on va activer là et très bientôt, pardon, et qui va permettre de cofinancer en fait l'accompagnement de différentes structures de l'ESS qui sont inscrites sur la plateforme pour effectivement qu'elles puissent bénéficier d'accompagnements un peu plus longs. Et donc, du coup, qu'on paye un peu ces no-codeuses et no-codeurs en plus pour qu'ils puissent accompagner sur du moyen terme ou long terme. Voilà, principalement. Et on va. Alors, il y a un no-code summit, donc un sommet mondial autour du no-code en octobre, mi-octobre. Et on va intervenir. On anime une table ronde autour du no-code à impact. Ce qu'il faut savoir sur le no-code summit, il y a deux thématiques qui vont être le centre de ce sommet, qui va être du coup l'impact positif du no-code et la data, enfin, la cybersécurité, si je ne me trompe pas. Ok, trop bien. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions. Juste pour rebondir avec ce que disait Alexandre, nous, dans nos formations, du coup, on forme à... Je vais vous mettre juste les dates ici. Mais du coup, dans la formation de No Code, nous, qu'on propose, on forme à Airtable, Make, Notion, aussi à l'automatisation par l'IA. Et est-ce que j'oublie un outil? Je ne crois pas. Principalement, c'est ça. Et du coup, le principe, c'est que vous travaillez donc
en apprentissage via du e-learning sur des concepts du no-code, etc. Et ensuite, vous avez des intervenants, dont Alexandre, qui viennent vous proposer des études de cas sur lesquelles vous allez les travailler tous les lundis et tous les jeudis soirs. C'est de 18h30 à 21h. Et vous allez travailler dessus en groupe, ce qui va vous permettre de ne pas rester bloqué tout seul dans votre coin, parce que je pense que la plus grande frustration, c'est que quand on commence en no-code, on est souvent bloqué. Et du coup, ça peut être super cool d'apprendre des autres et de s'aider comme ça en travaillant en groupe. Et du coup, sur la fin de la formation, les 2 dernières semaines, elles sont dédiées à un projet de fin sur lequel vous travaillez. Donc, ça peut être un projet personnel que vous choisissez. Typiquement, la dernière fois, et je sais qu'il y en a qui participent, qui ont participé à la dernière formation. Par exemple, ça a été quelqu'un qui avait un ami qui était galeriste, il voulait refaire son site, et donc il a travaillé dessus. Ça peut être des projets personnels aussi. Ou alors, ça peut être aussi des projets de No Code for Good sur lesquels vous pouvez travailler. Vous avez les dates qui s'affichent ici. Je vous envoie un petit sondage pour savoir si vous aviez pensé à vous former au No Code, si ça vous intéresse. Et puis, je prends vos questions. Il y a Florent qui demande c'est quand le prochain hackathon. Ah oui, je me suis permis de lui répondre. En fait, du coup, on ne sait pas encore, mais très probablement l'année prochaine, parce que c'est vrai que ça fait presque plus d'1 an et demi qu'on n'en a pas organisé. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous demande. Mais du coup, si vous connaissez en fait des entreprises ou des collectivités territoriales qui veulent organiser un hackathon avec No Code for Good, avec grand plaisir. Voilà, on peut organiser ça. Voilà, après, comme toute chose, hein, c'est un coût humain enfin, en termes de temps et financier. Et donc, du coup, il faut juste trouver ça. Mais l'année prochaine, c'est vrai qu'on nous le demande tout souvent. Et donc, du coup, on va organiser un l'année prochaine. Voilà. Ok. Et est-ce que pour quelqu'un qui commencerait un no-code, est-ce que tu aurais des conseils à lui donner? Enfin, tu vois, quelqu'un qui réfléchit et qui n'a pas trop de notions pour l'instant, tu donnerais quoi comme conseil? Toi, qu'est-ce que tu as fait quand tu as commencé? Comment j'ai commencé? J'ai regardé des vidéos sur YouTube, hein, comme beaucoup de personnes. J'ai regardé, je me suis mis sur le Slack de No Code France. Enfin, c'est qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais maintenant je vous le conseille. Par la suite, j'ai testé différents outils et par rapport à un cas d'usage particulier. Par exemple, là, je devais faire une plateforme. Du coup, j'avais testé Airtable, j'avais testé un peu Zapier. Puis j'ai testé Bubble et j'ai compris que Bubble, c'était le bon outil pour faire ce que j'avais à faire. Donc en fait, il faut tester des idées, mais sur des cas concrets, je pense. Des cas concrets que vous devez faire, tester différents outils par rapport et voir votre appétence par rapport à ces outils. Pour choisir des outils aussi, regardez s'il y a une communauté, un forum qui est actif, s'il y a des questions-réponses, s'il y a des gens, s'il y a des vidéos sur YouTube, etc. S'il existe des formations aussi en ligne. Si vous former tout seul vous fait peur, prendre des formations, effectivement, se former. Et ensuite, commencer toujours from scratch, c'est-à-dire une feuille blanche sur un outil no-code. Commencer à voir, comprendre avec des tutos, etc., comment ça fonctionne. Et moi, j'ai beaucoup appris, ce qui m'a fait monter en compétence, c'est ce qu'on appelle le reverse engineering, c'est-à-dire regarder par la suite, quand j'ai commencé à comprendre un peu les notions, de regarder les templates qui existent, les templates gratuits, et d'essayer de le déconstruire pour essayer de faire pareil. Et c'est comme ça, en fait, qu'en regardant les templates gratuits, en général, ce qu'il faut savoir, c'est que les outils no-code, les éditeurs d'outils no-code sur la marketplace, quand ils mettent des templates, en général, ils sont d'assez bonne qualité, et plus ou moins. Et donc, du coup, ça vous permet aussi d'apprendre, en fait, des bonnes pratiques par rapport à des cas d'usage. Ok, très clair. Plein de choses à faire. Et ben super, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là.
Et ben, merci beaucoup, Alexandre, d'avoir participé. Merci pour tout ce que tu as partagé. Et puis, pour tes projets qui sont toujours super intéressants et qui sont super inspirants surtout. Nous, on se retrouve vite. Et puis, à tout le monde, merci d'avoir participé. Merci pour vos échanges dans le Slack, dans le chat. Et je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. Merci à toi, Julie. Merci à tout le monde.